Bonjour à tous. C'est un très très grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je viens au Forum mondial Normandie pour la paix. Je crois que Tatiana, toi aussi, c'est la première fois que tu viens. Je suis la rédactrice en chef du magazine de géopolitique sur Arte, Le Dessous des cartes. Je suis très heureuse. Merci. Merci. Et ce qui me fait infiniment plaisir aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a autant de jeunes, à l'évidence des lycéens. Je devine des élèves de la filière AGGSP. Levez la main, s'il vous plaît. Et un grand bonjour et merci à vos enseignants d'histoire, géographie, géopolitique qui doivent être aussi très nombreux dans cette salle aujourd'hui. Bon, mais bonjour aussi et bienvenue à ceux qui ne sont ni en filière AGGSP, ni enseignants et qui viennent aujourd'hui parce qu'ils s'intéressent aux questions internationales. Je vais commencer un tout petit peu quand même par vous parler précisément de la géopolitique. On est ici pour trouver des solutions, pour inventer un monde où la paix est un mot qui redevient possible, ou en tout cas qui redevient un horizon. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma formation en géopolitique, qui s'appelle Yves Lacoste, et qui disait que la géopolitique, c'était aussi une manière d'éviter les guerres. Et je crois profondément à cela. Et je me réjouis et je me félicite que votre génération, et là je m'adresse aux lycéens et vous avez l'âge de mes enfants, que votre génération ait une telle curiosité pour les questions internationales. Moi, j'ai grandi à une époque où, au contraire, on était encore souvent dans une vision très franco-française de l'actualité. Mais je crois que votre génération, qui est née à la fin du XXe ou la plupart du temps, surtout au début du XXIe siècle, qui a grandi avec les attentats du 11 septembre, qui a connu la crise financière de 2008, qui a connu les attentats de 2015, c'est-à-dire qui a compris que ce qui se passait au Moyen-Orient pouvait finir par avoir des répercussions en bas de la maison, dans des cafés, dans des salles de concert parisiennes. Une génération qui a connu bien sûr la crise Covid, c'est-à-dire pendant de longs mois, tous les matins on se réveillait, quel que soit notre âge, et on avait très envie de savoir ce qui s'était passé ces dernières 24 heures à Wuhan, à Milan, à Londres, parce qu'on avait besoin de regarder hors de nos frontières pour essayer d'imaginer ce qui allait nous arriver. Ça a été une expérience comme jamais, grandeur nature, de nos interdépendances. Bien évidemment, la guerre en Ukraine est une nouvelle manière pour nous, en Europe, de mesurer nos interdépendances. D'abord, évidemment, parce qu'il y a la problématique des énergies et que, parce qu'il y a cette guerre, on sait très bien ce qu'il va en advenir de nos factures cet hiver. Mais au-delà de ça, on sent, et j'espère qu'on pressent tous vaguement, que dans ce conflit se joue aussi quelque chose qui s'appelle la défense de nos valeurs, la défense d'un modèle, la défense de la démocratie, la défense de la liberté, de nos libertés, de vos libertés. Et c'est tout ça qu'on vit. Et puis bien sûr, votre génération, elle est très sensibilisée aussi à un autre enjeu fondamental qui est l'enjeu climatique, qui s'est rappelé à ceux qui n'y croyaient pas, je crois, particulièrement l'été dernier, cet été. Tous ces enjeux-là font que votre génération, elle vit avec et dans ce qu'on peut appeler, pour aller vite, le village global. Et donc il n'est pas du tout étonnant que votre génération se passionne pour la géopolitique et choisisse en nombre, depuis maintenant, je crois, 3 ou 4 ans, cette spécialité au baccalauréat. Il y a un chiffre que moi je trouve très intéressant et qui dit beaucoup de choses sur votre génération, c'est qu'il y a maintenant presque autant d'élèves, je crois, qui choisissent cette section AGGSP que d'élèves qui choisissent la section qui permet ensuite de faire des études de sciences, c'est-à-dire maths, physique, SVT. Ça dit quelque chose sur une inclination, une curiosité pour ces sujets-là. Je crois qu'il faut s'en réjouir parce que moi j'aime bien dire qu'au XXIe siècle, nul ne peut ignorer le reste du monde et que ne pas ignorer le reste du monde, faire tomber les frontières précisément dans nos têtes, dans nos cœurs, c'est aussi une manière de donner à comprendre, de donner à voir. Et je crois que lorsqu'on se comprend, lorsqu'on se voit, lorsqu'on se fréquente, peut-être on se combat moins. Très modestement, c'est à tout cela que pense l'équipe du Dessous des cartes lorsqu'elle fabrique ses émissions, qui ont 2 mots-clés, l'exigence et la vulgarisation.
Voilà, la vulgarisation de cette discipline qui s'appelle la géopolitique et qui tente de donner à voir et à comprendre l'actualité internationale. Donc on a toujours cette émission le samedi soir. Maintenant, on a un format quotidien qui est vraiment fait pour vous, les plus jeunes. Juste 3 minutes, un coup de zoom sur un temps fort de l'actualité du jour. Évidemment, très souvent, on suit l'actualité de la guerre en Ukraine. Et puis, on fait aussi des grands entretiens sur le numérique, parce que le numérique, c'est aussi aujourd'hui votre support, votre écosystème privilégié. Et puis, bien sûr, il y a toujours le livre. Alors aujourd'hui, on a conçu avec Tatiana cette rencontre en 2 temps. En fait, d'abord, il faut que je vous précise, mais vous le savez sans doute, que le Dessous des cartes, c'est pas juste une émission de télévision, c'est pas juste une émission de journaliste. Chaque émission du Dessous des cartes, c'est toujours d'abord un travail préparatoire avec le monde de la recherche. En gros, moi, je propose à Arte de faire une émission sur un pays ou sur une problématique, et une fois qu'Arte m'a dit d'accord, eh bien, je me mets en chasse du meilleur universitaire, du meilleur spécialiste, du meilleur chercheur possible sur cette discipline-là. Et toute émission commence par une note de documentation avec un chercheur qui consacre sa vie à cette thématique. Alors, particulièrement lorsqu'on fait des émissions sur la Russie, très souvent, on appelle Tatiana Kastoeva-Jean, qui dirige le centre Russie-Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Avec Tatiana, on a travaillé ensemble sur 2 émissions. Il y a quelques mois, une émission sur la Russie qu'on voulait regarder de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle toujours de la Russie de Vladimir Poutine et de ses projections en tant que puissance tournée vers l'extérieur, mais on méconnaît parfois ce géant qu'on ne regarde pas assez de l'intérieur. Et donc avec Tatiana, on s'était intéressé notamment, on était parti des travaux de Natalia Zubarevich qui explique la Russie. En fait, elle est compartimentée en 4 Russies. Il y a la Russie des villes, la Russie vitrine, celle de Moscou, de Saint-Pétersbourg, et puis après, il y a une Russie avec des inégalités beaucoup plus profondes et beaucoup plus structurelles, et souvent aussi méconnues par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui de la Russie, Vladimir Poutine. Et puis, avec Tatiana, on a aussi travaillé beaucoup plus récemment à une émission sur l'espace post-soviétique, c'est-à-dire ces 15 États qui aujourd'hui composent, qui étaient hier l'URSS, et on a voulu savoir quel était aujourd'hui le rapport de Moscou, du Kremlin, avec cet ancien espace soviétique, évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors c'est une émission que vous allez voir en exclusivité, puisqu'elle n'est pas encore diffusée, elle sera diffusée demain soir sur l'antenne d'Arte. Et on va la regarder et puis ensuite on va l'actualiser, parce qu'en ce moment l'actualité va tellement vite que même cette émission, alors qu'on l'a terminée il n'y a pas très longtemps avec Tatiana, elle a besoin d'être actualisée. Mais d'abord peut-être je voudrais te donner la parole, Tatiana, peut-être pour que tu nous dises comment toi tu regardes l'accès de ces jeunes générations à l'actualité internationale, et au fond, qu'est-ce que tu te sens, toi, comme responsabilité en tant que géopolitologue vis-à-vis de cette génération-là, dans la nécessité de leur transmettre un savoir, particulièrement dans un contexte aussi sensible que celui de la guerre en Ukraine, et alors même que tu es franco-russe et spécialiste de la Russie? Merci beaucoup, Émilie, pour cette possibilité de parler. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie, très impressionnée d'être devant une si grande salle. Moi, en fait, j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse à l'URSS. Quand l'URSS a disparu, j'avais déjà 19 ans. Donc, il n'était pas du tout question d'avoir des cours de géopolitique à l'école. Nous avions des cours d'information politique une fois par semaine, où il y avait des informations extrêmement sélectionnées, orientées. Et même les cours de l'histoire, d'ailleurs, qu'on avait, c'était plutôt les cours du Parti communiste. Donc, je suis encore capable de me souvenir dans quelle grange a eu lieu tel ou tel congrès du Parti communiste. Mais ce que c'était vraiment le traité de Versailles, ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, déjà, avec la formation, la double formation que j'avais, Sciences Po, Lyon Guillemot, Institut des relations internationales. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez beaucoup de chance. Vous avez l'accès à l'information, vous n'avez pas le rideau de fer. Et un message que je voudrais vous dire, c'est de ne pas créer de rideau de fer autour de vous, de ne pas vous documenter seulement avec un certain nombre de sources qui vont avoir un prisme, etc. Vous avez la liberté, essayez de regarder partout, de recouper les informations, de parler avec les gens qui travaillent vraiment en profondeur sur le sujet depuis plusieurs années, les plus nuancés, les plus équilibrés. La réalité, en vérité, elle est rarement noire et blanc. Elle est souvent un peu dans les 50 nuances du gris,
pour reprendre le titre d'un livre connu. Et donc, il faut voir toutes ces nuances. Et Émilie, par exemple, a mentionné le concept de 4 Russies que j'aime beaucoup. Et son auteur est quelqu'un qui travaille depuis 30 ans sur les sujets géographiques, économiques et sociaux en Russie. Et en effet, qui explique à quel point il peut y avoir un décalage entre les différentes Russies, et ces décalages rejouent aujourd'hui. Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation qui n'a de partiel qu'un non, et par exemple, ces inégalités jouent une fois de plus, et ils vont se creuser encore plus, parce que vous avez la classe moyenne qui peut se permettre de prendre l'avion, de fuir et de payer les prix exorbitants pour échapper à l'envoi au front ukrainien, mais vous avez les villages lointains en Bouriatie, au Daghestan, où le salaire qui est proposé aux militaires est bien supérieur à la moyenne régionale et qui vont à cette guerre, à ce front, en Ukraine, même s'ils ne comprennent pas quels sont les objectifs et les véritables missions. Donc cette information, cette alphabétisation, je dirais géopolitique, c'est quelque chose vraiment d'important, de primordial pour comprendre le monde, parce que Émilie, elle a entièrement raison. Cette géopolitique, un jour ou l'autre, elle arrive en bas de votre immeuble, dans votre quartier. Et donc c'est très, très important. Merci beaucoup, Tatiana. Donc, si vous êtes d'accord, on va maintenant regarder ce numéro du dessous des cartes. Poutine et l'espace post-soviétique, la nostalgie de l'Empire. Derrière, on va avoir un temps d'entretien un peu fouillé avec Tatiana, justement, peut-être pour éclairer cette actualité qui doit, j'imagine, susciter chez vous en permanence plein de questions. Et puis ensuite, évidemment, on a très envie avec Tatiana de conserver un temps d'échange avec vous et on va faire en sorte que ce ne soit pas juste 5 minutes à la fin parce que quand on a une telle chance de rencontrer autant de lycéens et autant de fans du dessous des cartes, évidemment, on a envie de dialoguer avec vous. Donc tout de suite, le dessous des cartes est à Caen. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission avec une photo prise en 2017 au moment de l'inauguration à Moscou de l'allée des dirigeants, une série de bustes en bronze des dirigeants russes avec notamment celui de Joseph Staline, aux grandes dames de l'ONG Mémorial, qui a beaucoup travaillé sur les crimes du stalinisme avant d'être interdite par le Kremlin. Beaucoup y ont lu la réhabilitation de la figure de Staline par Poutine, lequel revendique sa nostalgie de l'Empire soviétique, ce qui explique sans doute la froideur de son message de condoléances après la disparition de Mikhaïl Gorbatchev en août 2022, à ses yeux fossoyeur de l'URSS. La nostalgie de l'Empire, raison pour laquelle Poutine aurait envahi l'Ukraine en février 2022. Alors on a voulu savoir, au-delà de l'Ukraine, quels sont aujourd'hui les liens du Kremlin avec cet ancien espace soviétique, des États baltes jusqu'à l'Asie centrale. Sortons nos cartes. 15 pays indépendants ont remplacé l'ancienne Union soviétique. L'immense Russie, avec ses 17 millions de kilomètres carrés, ses 11 fuseaux horaires et ses 145 millions d'habitants, domine toujours cet espace qui va de la Baltique au détroit de Bering. Mais la Russie a un point faible, elle est peu densément peuplée et sa population est vieillissante. Face à ce géant, les autres républiques se présentent comme un patchwork d'États bien plus modestes en superficie, 5,2 millions de kilomètres carrés au total, mais plus densément peuplés, 154 millions d'habitants. Alors regardons de plus près. À l'ouest en Europe, on trouve 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. 2 États slaves, Ukraine et Biélorussie, ainsi que la Moldavie. Au sud, le Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne, abrite la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À l'est enfin, 5 pays se partagent l'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan, Tadjikistan. Vue de Moscou, cette mosaïque politique, économique et culturelle forme l'étranger proche, Ближнее зарубежье en russe. Pour le Kremlin,
Il s'agit d'un glacis sécuritaire vital, d'une sphère d'influence et d'intérêt jugée stratégique. Avec Vladimir Poutine à sa tête depuis 2000, un ancien officier du KGB, la Russie pense y défendre sa survie en tant que grande puissance. Alors pour bien comprendre les enjeux, revenons 30 ans en arrière. En novembre 1989, la chute du mur de Berlin annonce la fin de la guerre froide entre l'OTAN et l'Union soviétique et ses alliés. Le rideau de fer qui sépare en Europe les pays communistes du pacte de Varsovie et les pays de l'Alliance atlantique disparaît. Entre 1989 et 1991, les 15 républiques soviétiques tiennent leurs premières élections libres et choisissent les unes après les autres de quitter l'URSS. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionne. L'Union soviétique, née en 1922 sur les cendres de l'empire tsariste, vient de rendre l'âme. L'effondrement a été rapide, brutal. C'est la fin d'une histoire commune, un traumatisme pour certains, un immense espoir démocratique pour la plupart, et la naissance de 15 nouveaux États indépendants. Alors plus de 30 ans après ce séisme géopolitique, où en sommes-nous? Commençons par la maîtrise de la langue russe. Regardez, voici la carte des populations russophones. Ils sont plus de 90% en Russie, au Kazakhstan et en Arménie, et ils sont nombreux en Estonie, en Biélorussie, en Moldavie et en Azerbaïdjan. On trouve également d'importantes minorités qui parlent le russe en Lettonie, en Ukraine, mais aussi au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Moscou s'emploie à soutenir cette langue russe en déclin chez les jeunes générations grâce à sa fondation Rousski Mir, le monde russe, et en finançant des universités russophones dans son étranger proche. Car la langue est à la base du soft power que la Russie exerce sur ses voisins via Internet et via des chaînes de télévision comme Russia Today, puissants médias au service de la propagande du Kremlin. Vous voyez sur cette carte la part des médias de masse en russe dans l'espace post-soviétique. La Moldavie et les États baltes ont d'ailleurs suspendu partiellement ou entièrement les chaînes russes après l'invasion de l'Ukraine. Voyons maintenant les relations économiques entre Moscou et l'ancien espace soviétique. Avec ses immenses réserves de pétrole et de gaz, la Russie domine le secteur crucial de l'énergie. La plupart des États voisins, moins riches en hydrocarbures, dépendent du fournisseur russe pour leur approvisionnement. De plus, le réseau de gazoducs et d'oléoducs qui permet d'exporter ces hydrocarbures date encore en partie de l'époque soviétique. Notamment le gazoduc Brotherhood qui relie la Russie à son principal client d'avant-guerre, l'Union européenne, et traverse le territoire ukrainien. Pour contourner l'Ukraine, les Russes ont construit le Yamal, qui passe par la Biélorussie, le Turk Stream par la mer Noire et les Nord Stream 1 et 2 par la Baltique. Ce dernier n'a pas été mis en exploitation pour cause de guerre en Ukraine. À présent, voyons où en sont les rapports de force militaires. Entre la Russie, puissance nucléaire, et les nouveaux États indépendants, la relation, on va le voir, est asymétrique. Le Kremlin, on l'a dit, considère son étranger proche comme une zone tampon indispensable à sa sécurité. Grâce à des accords bilatéraux, il y déploie ses troupes dans les bases et facilités que vous voyez sur la carte, il y forme des officiers et y vend des armes. Moscou est aussi intervenu à plusieurs reprises dans son arrière-cour, en armant les deux parties dans la guerre qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et en alimentant des conflits séparatistes en Moldavie et en Géorgie, on y reviendra. En 2002, la Russie a fondé l'Organisation du traité de sécurité collective, au TSC, avec ses plus proches alliés, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. L'objectif de Vladimir Poutine est de contrebalancer l'OTAN, perçue comme une menace stratégique depuis un élargissement vers l'Est en 1999. Cet ancien empire, il conforte l'importance de Moscou sur la scène internationale, Moscou qui joue de nouveau les premiers rôles depuis son intervention en Syrie et depuis le départ des Américains d'Afghanistan. Dans l'espace post-soviétique, la Russie est désormais en concurrence avec l'Occident et ce modèle démocratique qu'elle rejette, et avec la Chine autoritaire, dont elle n'a cessé de se rapprocher, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons par la confrontation entre Russie et Occident. Les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, sont aujourd'hui des démocraties parlementaires.
Ils ont été les premiers à rejoindre l'Union européenne dès 2004. La même année, ils choisissent le parapluie de l'Alliance Atlantique qui s'élargit alors encore plus vers l'Est, aux grandes dames de Moscou. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, ces États se retrouvent en première ligne face aux ambitions expansionnistes de la Russie. Et en 2022, la Lituanie, qui partage sa frontière sud avec l'enclave russe de Kaliningrad, a même été menacée de représailles par Moscou pour avoir bloqué le transit ferroviaire de certains produits russes en application des sanctions de Bruxelles. Fin juin, les troupes de l'OTAN dans les 3 pays baltes ont été renforcées. Regardons à présent le cas de la Géorgie, petit pays du Caucase qui, comme l'Ukraine, a voulu rejoindre le camp occidental. Après l'indépendance, la Russie a maintenu sa mainmise sur le pays en aidant militairement l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, 2 régions séparatistes qui représentent 20% du territoire géorgien, à faire sécession. Au début des années 2000, des passeports russes sont distribués en masse aux habitants. En 2003, soit 1 an avant la révolution orange en Ukraine, la révolution dite des Roses porte au pouvoir à Tbilissi un président pro-européen, Mikhaïl Saakachvili. Les relations avec Moscou se tendent un peu plus. 2008, alors que la Géorgie a entamé un processus d'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN, les Russes mènent une guerre éclair contre les Géorgiens en Ossétie du Sud. Elle se termine par la victoire de Moscou, qui reconnaît les républiques séparatistes et a réussi à empêcher la Géorgie de sortir complètement de sa zone d'influence. Partons maintenant pour l'Asie centrale, où cohabitent en bonne intelligence les influences russes et chinoises. Les relations diplomatiques entre les autocrates de Moscou et de Pékin sont excellentes. Les 5 anciens membres de l'URSS ont développé d'étroites relations économiques avec la Chine, 2e puissance économique mondiale. Grâce à ses nombreux investissements, Pékin détient ainsi une part importante de la dette publique du Kirghizstan et du Tadjikistan. En même temps, ces 2 pays ainsi que l'Ouzbékistan dépendent toujours des envois de fonds des migrants travaillant en Russie. Le Kazakhstan, avec un territoire riche en ressources, tire quant à lui habilement son épingle du jeu entre influences russes, chinoises et occidentales. Avec une importante minorité russe dans le nord du pays, le régime au pouvoir a maintenu de bonnes relations avec Moscou. Pourtant, il a refusé d'envoyer des troupes en Ukraine et n'a jamais reconnu ni l'annexion de la Crimée, ni les républiques séparatistes géorgiennes et ukrainiennes. Cette politique lui a notamment permis d'éviter les sanctions occidentales décidées après l'offensive russe. Le Kazakhstan a par ailleurs développé sa coopération avec la Chine, à qui il vend notamment du pétrole. De plus, son territoire est stratégiquement placé au cœur des nouvelles routes de la soie, le projet de commerce global de Xi Jinping. Enfin, le pays vend aussi son pétrole aux États-Unis ainsi qu'à l'Union européenne, qui est aujourd'hui devenue son premier partenaire commercial. Voilà pour cet état des lieux de la relation du Kremlin avec l'ex-espace soviétique. Si la guerre en Ukraine devait pour le Kremlin faire reculer l'Occident, c'est déjà pour certains experts un pari perdu. En effet, le désir d'Europe et de démocratie des Ukrainiens est renforcé par la guerre. La voisine finlandaise veut rejoindre l'OTAN. L'Allemagne se réarme. En définitive, l'ancien empire soviétique est désormais ouvert à d'autres influences que celles de Moscou, force d'attraction du modèle européen, mais aussi influence concurrente de la superpuissance économique chinoise, en Asie centrale notamment. Nous avons préparé avec elle cette émission. Tatiana Kastueva-Jean de l'IFRI publie chez Talendier La Russie de Poutine en 100 questions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. Voilà pour cette émission qui va être diffusée samedi. Donc vous avez pu voir avant tout le monde et qu'on a donc préparé avec Tatiana, comme chaque numéro du Dessous des cartes qu'on prépare toujours avec un chercheur
d'un certain nombre de centres de recherche, l'IFRI, le CERI, l'IRIS, le CNRS, etc. En fait, ce qu'il y a en ce moment avec l'actualité internationale, c'est qu'elle évolue tellement vite que même une émission comme ça, qu'on a terminée il y a quelques jours, mérite déjà d'être actualisée. Et c'est la chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'être ici avec toi, Tatiana. Peut-être commençons par reprendre cette émission dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant par la fin, puisqu'on a essayé de passer en revue comme ça tous les espaces de cet ancien espace soviétique, les États baltes, les États slaves, le Caucase, l'Asie centrale, l'influence chinoise, on est allé jusqu'à la Chine. Peut-être commençons précisément par cette relation sino-russe dont on a tant parlé cette semaine, notamment parce que avant-hier, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Weibin, a tenu des propos qui ont été très commentés, appelant à un cessez-le-feu en Ukraine à travers le dialogue, rappelant que, je cite, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devaient être respectées. Est-ce que toi, qui connais bien ce sujet, Tatiana, tu y as vu, comme certains analystes, le fait que la Chine prenait ses distances par rapport à la Russie, ou qu'au contraire, c'était des propos au fond très attendus dans une enceinte comme celle des Nations Unies? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'émission, dont d'ailleurs j'ai découvert la version finale. Très beau résultat, toujours un plaisir de coopérer avec les dessous de cartes et l'équipe extrêmement professionnelle et sérieuse. Pour répondre à la question, les propos du ministre des Affaires étrangères chinois sont extrêmement intéressants parce que depuis le début de la crise, la Chine montre une sorte de neutralité prudente et ambiguë. Sur le plan politique, la Chine exprime son soutien à la Russie. Elle rejette le monde sous la domination américaine, le monde unipolaire. Elle critique les sanctions unilatérales imposées par l'Union européenne et les États-Unis. Donc la Russie, évidemment, interprète tout cela comme un soutien très fort de la Chine à son égard. En même temps, la Chine affirme qu'elle soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Et donc ça joue évidemment pour l'Ukraine. La Chine n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée en 2014, comme d'ailleurs aucun des États de l'espace post-soviétique. Les alliés les plus proches, la Chine, n'ont pas reconnu l'annexion de la Crimée et il serait surprenant d'attendre autre chose d'eux dans les conditions de la guerre aujourd'hui. Donc un soutien politique plutôt très ambigu, où on peut trouver des éléments qui vont dans le sens de soutien de l'Ukraine, mais aussi dans le sens de soutien des préoccupations sécuritaires russes. Ça, les Chinois l'ont dit aussi. Au niveau économique, c'est encore plus intéressant, parce qu'il n'y a pas du tout de la grande ruée chinoise sur les actifs laissés par les entreprises occidentales qui partent. Les entreprises chinoises sont globales et elles dépendent beaucoup plus fortement des technologies occidentales, mais aussi du marché occidental et du marché européen notamment. Donc la Chine est inquiète. Le fait que cette guerre dure ne lui plaît pas du tout. Ça déstabilise non seulement les affaires que les entreprises chinoises puissent avoir en Russie, mais aussi l'acheminement de ces marchandises vers l'Europe, car aujourd'hui, la Chine essaye de mettre en place les voies alternatives et contourne de plus en plus le territoire russe pour passer par le Kazakhstan et par la Caspienne. Plusieurs entreprises chinoises se sont retirées du marché russe et parfois sans crier gare, d'une manière assez silencieuse, mais les Russes découvrent qu'une telle entreprise comme Huawei, par exemple, a déplacé ses personnels dans les pays de l'Asie centrale et d'autres entreprises ont gelé leurs projets d'investissement. Donc là-dessus, les Russes découvrent que le partenaire chinois côté économique n'est pas si fidèle et si fiable que cela, ce qui est absolument compréhensible. La Chine est un acteur très pragmatique qui pèse les risques et les bénéfices, et cette guerre qui dure ne plaît pas du tout aux autorités chinoises. Ça l'affaiblit, la Chine, alors qu'elle connaît déjà une récession économique, y compris à la suite du Covid. Et donc, d'où ce qui explique ce message passé par les Chinois à Vladimir Poutine. Ça suffit, cette guerre, ça dure trop. Il est temps d'y mettre fin.
Il y a aussi un point sur lequel, à mon avis, la Russie n'aura jamais le soutien de la Chine, c'est ces menaces nucléaires que Vladimir Poutine prolifère à l'égard de l'Occident qui menacerait la sécurité nationale. Avec de nouvelles déclarations, en effet, cette semaine, qui, elles aussi, ont été très commentées. Tu disais tout à l'heure qu'on a un peu tendance, en 2022, de regarder le monde en noir ou en blanc, alors même qu'il faudrait plutôt s'intéresser à ces 50 nuances de gris. C'est vrai qu'on était comme ça, hâtivement resté à la grande démonstration d'amitié avec cette photo qui est restée dans les mémoires de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, début février 2022, c'est-à-dire à quelques jours de l'offensive russe sur l'Ukraine. C'était les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. On se souvient de la déclaration chinoise sur cette amitié sino-russe solide comme du roc. Est-ce que ça veut dire que l'heure n'est plus à l'amitié ou que la Chine, pragmatique, se dit que la longueur et le pourrissement de ce conflit en Ukraine la dessert aussi indirectement, elle, dans certaines velléités qu'elle aurait pu avoir? On a beaucoup fait le parallélisme avec, on a beaucoup en tout cas fait ressurgir le dossier taïwanais à l'occasion de cette guerre en Ukraine. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Tout d'abord, sur rendez-vous du 4 février dans le contexte de Jeux olympiques, où en effet, il y a l'affirmation que c'est un partenariat qui est dur comme le roc, un partenariat sans limite, etc. Évidemment, ce message, il est envoyé avant tout à l'Occident. Cela fait déjà plusieurs années que la Russie avait annoncé le grand tournant vers l'Est et son rapprochement avec la Chine. Et en réalité, ce rapprochement, il date bien d'avant la confrontation entre la Russie et l'Occident, avant l'annexion de la Crimée, etc. On peut trouver déjà des éléments même sous Mikhaïl Gorbatchev et encore plus sous Boris Yeltsin, qui avait tout fait pour qu'il y ait tous les différends frontaliers qui soient réglés, finalisés dans les traités juridiquement donc contraignants sur la grande frontière de 4000 km entre la Russie et la Chine. Et Vladimir Poutine, quasiment dès son arrivée au pouvoir, dès le début des années 2000, voit cette montée de la Chine. Et à partir de 2001, il fait une promotion très active du groupe des BRICS, dont font partie la Russie, le Brésil, la Chine et l'Inde. À l'époque, la Russie n'a pas du tout le même taux de croissance, mais ça lui permet quand même de s'accrocher à ce grand wagon chinois et de dire qu'ensemble, nous représentons plus de la moitié de la population mondiale et un pourcentage énorme du PIB mondial. Donc en 2012, Vladimir Poutine disait il faut être là où il y a la force, là où il y a la croissance, il faut attraper le vent chinois dans les voiles russes. C'était son expression dans un article préélectoral. Et en effet, c'est une amitié, ce n'est pas une alliance. Chacun des pays ne souhaite pas être entraîné dans les conflits de l'autre et dans ses contraintes. Comme on dit souvent en Russie, la Russie et la Chine, c'est pas toujours ensemble, mais jamais l'une contre l'autre. Et cette amitié, elle a plusieurs piliers. Il y a le pilier très pragmatique, le pilier énergétique, c'est évident. La Russie regorge de matières premières, de pétrole et de gaz. Et la Chine en a besoin. Donc, quand vous regardez la structure du commerce bilatéral, c'est la même structure que dans le commerce entre la Russie et l'Union européenne. Beaucoup de matières premières qui partent vers la Chine et les produits manufacturés qui sont importés. Donc il y a un vrai intérêt énergétique qui lie ces deux pays. Il y a aussi un intérêt géopolitique. Il s'agit de deux régimes autoritaires qui prônent un certain nombre de valeurs, et notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, pas de régime change, le rejet du monde unipolaire et la création du monde multipolaire où chacun serait chez soi avec sa zone d'influence, où les autres grandes puissances ne pourraient pas s'ingérer. Et ça, c'est quelque chose d'une plateforme que je simplifie, mais qui est en gros partagée par la Chine et la Russie. Donc, de vrais piliers qui sont très solides de cette amitié-là. Néanmoins, on est très loin de l'alliance d'une part, et on est très loin d'une relation
symétrique. Oui. Tu dis il y a une amitié, mais il n'y a pas d'alliance. En même temps, on peut lire quand même beaucoup d'analyses sur le fait qu'il y a un partage commun de ce qu'on peut appeler une ambition de désoccidentaliser le monde et même les structures du multilatéralisme. Il y a désormais des organisations qui sont beaucoup présentées comme des organisations opposées à celles mises en place dans le monde occidental post-1945. Alors on cite souvent l'organisation de coopération de Shanghai, dont le sommet d'ailleurs a eu lieu comme par hasard quelques jours avant cette Assemblée générale des Nations Unies. L'émission que nous avons faite ensemble évoquait aussi l'OTSC, qui est une autre organisation régionale très importante, mais ça veut dire que même ces organisations-là, elles ont leurs limites. En effet, il y a une tentative de la part des deux pays de désoccidentaliser le monde, de dénoncer autant le système de Bretton Woods, donc tout le système, le poids du dollar et le système financier et monétaire qui fait que, en effet, ce sont les États-Unis qui est la puissance dominante, et c'est une tendance qui est assez lourde depuis plusieurs années. Il y a les organisations régionales que tu as énumérées, Émilie, dont évidemment c'est l'organisation de coopération de Shanghai qui émerge en premier lieu. Mais il y a aussi des structures qui ont une ambition assez grande. Par exemple, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Et donc, la région de l'Asie-Pacifique cherche à s'organiser pour dépendre le moins possible du dollar et de créer des systèmes autonomes. Or, tout ça, ça prend du temps. Cela a ses limites. Je disais, la Chine est très dépendante des technologies et des marchés européens. Donc, évidemment, on ne peut pas complètement se débarrasser de la dépendance. Si vous prenez, par exemple, l'exemple de yuan, de la monnaie chinoise, le Parti communiste garde un contrôle très fort sur la monnaie. La monnaie n'est pas convertible. Donc, aujourd'hui, quand les Russes disent « nous allons faire de la sorte que nos réserves de change, on va y avoir moins de dollars et beaucoup plus de monnaie chinoise », il y a quand même des limites objectives à cela. Mais la tendance, elle est là, elle est lourde, et ces pays-là essaient de la pousser. Et la Chine, en effet, regarde de près aussi la guerre en Ukraine pour tirer des conclusions pour elle-même par rapport à Taïwan, même si la situation, c'est pas, le parallèle n'est pas parfait. Mais la Chine regarde l'action de l'armée russe, et je pense que c'est un très mauvais point pour les Russes, parce que les Chinois n'avaient pas beaucoup de respect pour l'état de l'économie russe, en réalité, mais respecter la Russie pour la chose militaire, en voyant le succès de l'opération dans l'annexion de la Crimée ou l'opération en Syrie. Et aujourd'hui, les déboires de l'armée russe en Ukraine font de la sorte que la Chine, à mon avis, va regarder toutes ces choses-là probablement. Elle regarde aussi la résistance de la société ukrainienne, etc. Mais quelle conclusion elle va tirer sur le Taïwan? C'est un grand débat. Je ne connais pas assez ces sujets-là, mais mes collègues du Centre-Asie expliquent en effet que ça peut jouer doublement. Soit la Chine dit on n'est pas prêt, il y a le détroit à traverser, on n'a pas suffisamment, l'outil militaire n'est pas assez de moyens pour le faire facilement, et puis les Taïwanais peuvent opposer une résistance farouche en face. Mais il y en a aussi qui disent au contraire, la Chine va plutôt y aller parce qu'avec le temps, ça va permettre à Taïwan, mais aussi aux Occidentaux et notamment aux Américains, de s'organiser différemment et de préparer une riposte beaucoup plus forte et solide. On va maintenant aller en Asie centrale, que nous évoquions également dans cette émission, avec bien sûr ces pays que sont le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Je cite ces trois-là parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine qui est peut-être passé un peu inaperçu, mais ces trois pays-là, leurs trois ambassades, ont fait partir un communiqué séparément pour interdire à leurs ressortissants de participer à la guerre en Ukraine. Les ambassades de ces trois pays ont publié des déclarations séparées, alors même
que le Kazakhstan, le Kirghizistan sont membres de l'OTSC. Alors, ce n'est pas la même chose que l'OCS dont nous venons de parler. L'OTSC, c'est une autre organisation dirigée par la Russie. Est-ce que cela veut dire, Tatiana, que la Russie, à l'occasion de cette guerre en Ukraine, elle est en train de perdre en influence dans cet espace que constitue l'Asie centrale, cet espace post-soviétique? Est-ce que ce que la Russie perd en influence, j'allais dire, c'est la Russie qui le regagne, ou est-ce que c'est aussi les Européens? Ce sont vraiment de très bonnes questions. Moi, je pense qu'à la suite de cette guerre en Ukraine, la Russie va perdre de son influence et de sa crédibilité auprès de ces pays. C'est d'ailleurs, d'une manière générale, depuis la chute de l'URSS, il y avait une érosion, une sorte d'érosion lente, progressive de l'influence russe sur cet espace et une diversification et une ouverture vers d'autres acteurs, dont aussi l'Europe. L'Union européenne, par exemple, l'Union européenne est le premier partenaire commercial du Kazakhstan aujourd'hui, la chose auquel on ne pense pas souvent. Et la France, notamment, avait signé en 2008 un traité de partenariat stratégique avec le Kazakhstan. Évidemment, il y a aussi la Chine qui, même si elle éprouve aujourd'hui beaucoup de difficultés économiques, a lancé le grand projet des routes de la soie. Et avec le pays comme le Kazakhstan, il y a même un sous-projet des routes de la soie qui est en train de se réaliser. Donc, côté économique, côté financier, côté infrastructure, la Chine a vraiment pris de l'ampleur. Un pays comme le Kyrgyzstan, par exemple, sa dette, un tiers de sa dette extérieure est détenue par la Chine, qui a aussi installé une base militaire au Tadjikistan. On disait pendant très longtemps, il y a une sorte de répartition des compétences entre la Russie et la Chine. La Russie répond des sujets sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, la fourniture d'armes et les garanties de sécurité pour ces pays-là, notamment dans le cadre de l'ETSC, c'est l'organisation de coopération en sécurité. Coopération. Voilà. Et donc, en fait, pendant très longtemps, on disait ça, que la Russie s'occupe des choses militaires et sécuritaires, et la Chine des choses économiques et financières et des infrastructures. Or, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. La Chine commence vraiment à vendre ses armes aussi aux pays centra-asiatiques. Donc, j'ai dit, elle a installé la base militaire. Il y a eu des manœuvres communes, manœuvres militaires avec les pays centra-asiatiques. Donc, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Ce qui est intéressant, un autre acteur qui est très intéressant, c'est la Turquie, qui, elle, depuis le début de la guerre, a signé toutes sortes d'accords avec les pays d'Asie centrale, des accords sur le partenariat stratégique, sur la sécurité, une usine de drones en cas qui sera construite au Kazakhstan. Il y a l'Iran, en réalité, qui monte aussi. Et ces pays-là, en fait, sont très contents de diversifier les cartes et de mener ce qu'ils appellent une politique multivectorielle. On ne peut pas marcher sur un seul pied, mais vraiment diversifier les risques et être en bon terme à la fois avec la Russie, la Chine, l'Occident, pour que ces différents centres de force et d'influence s'équilibrent, ce qui leur permet à eux de tirer bien leur épingle du jeu et de garantir leur souveraineté, leur indépendance et l'autonomie de leur politique étrangère. N'oublions pas d'ailleurs que le Kazakhstan a une minorité russophone et c'est peut-être la raison pour laquelle le Kazakhstan n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée, avec la peur éventuellement que cette région russophone puisse un jour connaître le même sort. Absolument, je rebondis là-dessus. En fait, la réaction de ces pays à l'égard de la guerre en Ukraine, c'est une neutralité prudente au début, mais qui, au fond, cache une désapprobation et des craintes. Des craintes immédiates, et notamment sécuritaires pour eux-mêmes. Le Kazakhstan, c'est un excellent exemple. En effet, il y a un grand pourcentage des russophones qui sont surtout concentrés sur le nord, et en vérité, quelques députés russes avaient déjà lancé des appels à dénazifier le Kazakhstan, d'envahir le nord, etc. On pourrait même se souvenir qu'Alexandre Solzhenitsyn avait fait un essai politique en 1990 dans lequel il parlait de la reconstitution de la Russie avec les 3 pays slaves, mais aussi le nord du Kazakhstan. Donc il y a quelque part cette vieille idée de Rousskimir, du monde russe qui réunirait
tous les Russes, tous les russophones par-dessus les frontières. Donc c'est un point d'inquiétude très fort. Et puis au-delà, l'inquiétude pour la suite, parce que ces pays continuent, en vérité, je disais l'érosion de l'influence russe, mais ces pays continuent à dépendre beaucoup de la Russie. Pour ne citer qu'un seul exemple, il y a beaucoup de migrants venant des pays centra-asiatiques en Russie. Ils sont quelques millions, parfois pas du tout bien intégrés, vivant plutôt en communauté assez isolée par rapport au reste de la société russe. Certains pourcentages s'intègrent, d'autres pas. Et c'est très intéressant ce que Émilie a mentionné au début, c'est ce communiqué commun des pays centra-asiatiques, parce que non seulement les Russes ont annoncé la mobilisation en Russie même, mais il y a une nouvelle loi qui est passée, qui simplifie l'octroi de la citoyenneté russe pour les personnes étrangères qui vont faire la guerre en Ukraine. Et parmi ces personnes étrangères, les premiers concernés, ce sont les ressortissants de l'Asie centrale qui se trouvent sur le territoire russe et qui souhaitent avoir la nationalité russe parce qu'ils vivent dans ce pays-là. En vérité, ils étaient à la recherche de cette citoyenneté. Donc il y a probablement un certain nombre qui risquent d'être séduits par cette proposition, d'où pourquoi le communiqué des États centra-asiatiques en disant à leurs ressortissants non, ce sera passible d'une peine pénale si vous acceptez à aller au front en Ukraine. Ça montre bien, en creux, même si ces pays-là ne prennent pas toujours d'une manière vocale les positions contre la Russie, contre la guerre, ça montre bien ce qu'ils en pensent vraiment. On va maintenant passer dans la partie slave de cet espace post-soviétique et bien sûr parler de l'Ukraine avec l'actualité de cette semaine, de ces référendums, et j'ouvre 12 guillemets pour le dire, qui ont été annoncés par Vladimir Poutine dans ces 4 oblasts, ces 4 régions de Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson. On sait que l'Ukraine, par rapport à Moscou, dans le Moscou de l'URSS, on parlait beaucoup de fraternité dans la culture soviétique et finalement l'Ukraine était sans doute le petit frère chéri de Moscou, et c'est un lien qui est sans cesse mis en avant bien sûr dans tout le narratif poutinien. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ces référendums d'annexion, puisque c'est peut-être l'appellation la plus exacte? Est-ce que dans toute l'évolution du rapport de force à laquelle on assiste en ce moment, c'est-à-dire avec un rapport de force favorable aux Ukrainiens, tu lis au fond le fait que Poutine n'a peut-être pas vu qu'entre 2014 et 2022, quelque chose avait changé de profond, de structurel dans la psyché ukrainienne, avec la constitution précisément d'une identité ukrainienne, d'une langue ukrainienne et d'une singularité et d'une souveraineté à part entière. Et puis je n'ose te demander comment tu vois l'avenir de ce conflit, parce que personne n'ose répondre à cette question-là, mais dans quelle phase de ce conflit, selon toi, sommes-nous rentrés cette semaine? Très clairement, on a franchi un palier et on est dans une situation beaucoup plus dangereuse qu'avant cette série d'annonces, les annonces à la fois qui concernent l'organisation des soi-disant référendums, ou la mobilisation, ou encore les amendements dans le code pénal qui punissent les Russes qui souhaiteraient déserter ou échapper à ce service militaire. Donc c'est assez dangereux et gros de conséquences, parce que ça s'accompagne en plus de toute une série de menaces, de l'emploi aussi de l'arme nucléaire. Alors, avec ces référendums, évidemment, Vladimir Poutine cherche à monter les enchères, à mettre l'Ukraine et les Occidentaux devant le fait accompli. C'est très clair, il a déjà dit qu'il suivra la décision des référendums qui seront évidemment en faveur de l'intégration au sein de la Fédération de Russie. Donc il y aura l'annexion, ce qui fera de ces territoires les territoires russes. Et qui dit territoire russe, ce sont les territoires sanctuarisés, donc bénéficiant de toutes les garanties que la Russie peut apporter à son propre sol, y compris donc les garanties nucléaires. Et évidemment, le but de la manœuvre, c'est de faire peur
à l'Ukraine, de faire peur à l'Occident, pour qu'on arrête de soutenir l'Ukraine, de fournir les armes, d'aider avec les financements. Je pense que cette décision a été provoquée par les succès de l'offensive ukrainienne vers Kharkiv, notamment début septembre. Ce n'est pas pour rien que cela intervient en ce moment. L'Ukraine et la Russie ont en effet des liens de fraternité extrêmement forts, et depuis des siècles. On sait tous l'expression la Russie de Kiev, le berceau de toutes les villes russes. Et pendant des années, cette amitié était extrêmement forte. D'ailleurs, si Nikita Khrouchtchev avait offert la Crimée en 1954 à l'Ukraine, c'était aussi en signe de cette amitié. D'ailleurs, à l'époque, ça n'avait aucune importance. Les frontières administratives étaient purement formelles, et du point de vue économique, il était beaucoup plus intelligent que la Crimée appartienne à l'Ukraine pour l'approvisionnement en eau, en gaz, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a le pont de Kertch qui lie le territoire de la Russie à la Crimée, mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc, il y avait juste cette bande de terre qui reliait la péninsule. Qui est reliée à l'Ukraine et pas à la Russie. La géographie, d'ailleurs, quand on dit géopolitique, il y a géographie dedans. Donc, la géographie, elle est aussi extrêmement importante pour comprendre les choses, pour comprendre aussi pourquoi Vladimir Poutine cherche à annexer ces territoires. Ça lui donne aussi une bande de terre qui relie les républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk, depuis 2014, avec toute l'aide que la Russie a pu leur apporter, au nord de la Crimée, ce qui désenclave la Crimée et ce qui permet d'assurer la jonction, en fait. Ouais. Voilà, la jonction et les différents approvisionnements. Et je pense que l'objectif serait, si la Russie pouvait se permettre militairement, d'aller plus loin jusqu'à la Transnistrie. La Transnistrie, c'était une région séparatiste en Moldavie depuis plus de 3 décennies. En fait, c'est un État de facto, mais qui n'est pas reconnu au niveau international. Et donc, si la Russie faisait cette jonction jusqu'à la Transnistrie, ça permettrait de couper complètement l'Ukraine d'accès aux mers et de cette manière rendre Nikolaïev ou Odessa les villes russes. Et ça, pour l'instant, c'est le scénario qu'on craignait au début du conflit. Et pour l'instant, il semble bien éloigné. Et donc, je disais, nous avons franchi un palier important et dangereux dans ce conflit. Et très honnêtement, je ne m'aventure pas aujourd'hui dans la construction des scénarios. Le seul point, le seul facteur sur lequel je voudrais insister, c'est que finalement, ce scénario, il est en construction. Il dépend aussi des Occidentaux, du soutien qu'on peut et qu'on veut continuer à apporter à l'Ukraine. Nous sommes objet de chantage, très clairement, objet de chantage gazier, d'une part, parce que cette dépendance au gaz russe s'est développée au fil des années et on pensait que c'était plutôt une bonne chose, que ça permettrait de rattacher par le commerce la Russie à l'Ukraine, de partager un certain nombre d'intérêts communs et de choses. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Et le deuxième levier de chantage, c'est évidemment le levier militaire, dont l'arme nucléaire, etc. Donc le scénario n'est pas écrit parce qu'il dépend aussi de nous. Il dépend aussi de l'opinion publique. Et c'est là-dessus que Vladimir Poutine compte, qu'on craque, qu'on fasse pression sur nos gouvernements pour dire l'hiver sans chauffage, l'hiver sans l'électricité, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite. Il faut arrêter l'aide à l'Ukraine, il faut arrêter ce conflit, faire les pourparlers qui feront de la sorte que les conquêtes territoriales de la Russie vont être confirmées, gelées, vont permettre à la Russie de recréer ses lignes de défense pour rebondir peut-être un peu plus tard, pour dégeler à nouveau ce conflit. Donc voilà pourquoi je dis qu'on est dans un palier très incertain et très dangereux.
Et avec des scénarios qui ne sont pas écrits. Tu parlais de l'importance dans ce conflit des opinions publiques mondiales. Et en effet, c'est une donnée fondamentale de ce conflit. On voit bien d'ailleurs tout ce qui se joue, intéressant pour nous à observer quand on est journaliste, sur la toile, dans l'écosystème numérique. On voit bien comment les vidéos de Volodymyr Zelensky soudent au fond une opinion publique particulièrement occidentale et par ailleurs aussi démocratique. On voit bien tout ce qui se joue en termes de vidéos virales. Précisément, dans les images virales de la semaine, il y avait ces images de manifestations à Moscou, dont il est toujours bien sûr très difficile de comprendre si elles sont aussi massives qu'on avait le sentiment de le voir. Des manifestations notamment à Moscou, mais pas que, à la suite des annonces de Vladimir Poutine pour décréter la mobilisation partielle. Alors d'abord, j'aimerais que tu nous expliques ce que ça veut dire, mobilisation partielle, parce qu'on a lu des choses un peu contradictoires. On a compris que Vladimir Poutine disait partielle pour ne pas faire peur, pour ne pas réveiller le traumatisme de la première guerre de Tchétchénie entre 1914 et 1996, où de jeunes Russes avaient vraiment été envoyés, avaient eu le sentiment de servir de chair à canon. Et en même temps, certains experts disent que dans le décret officiel qui est paru, on voit bien au fond qu'il est très souple et très flexible, ce décret, qui pourrait rendre possible l'enrôlement de bien au-delà de ce que l'on appelle la réserve. Il y a aussi des inconnus aujourd'hui sur la capacité militaire russe à former tous ces réservistes qui d'un coup, on parle de 300 000 personnes, pourraient rejoindre les rangs de l'armée russe. Et puis voilà, ce phénomène d'une résistance populaire russe à cette mobilisation partielle, qu'est-ce que tu en sais, notamment par les informations qui te viennent de Russie ? C'est d'ailleurs les réseaux sociaux et les vidéos qu'on voit circuler, ça est devenu une véritable source d'information. C'est instantané, ça remonte depuis le terrain. Bon, évidemment, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup aussi de vidéos fabriquées ou qui datent de bien d'avant des événements et qui sont tournées dans un autre contexte. Donc, j'essaie de recouper cela avec les remontées directement du terrain que j'ai avec mes collègues. J'allais beaucoup en Russie plusieurs fois par an pour discuter avec énormément de monde. Donc je garde tous ces contacts aujourd'hui qui sont un peu plus virtuels que d'habitude, hein, parce que il est devenu pas évident d'aller en Russie pour moi parce que je suis encore la citoyenne russe. Donc il y a aussi des dangers, y compris pour les chercheurs. Hein, ça c'est pour rejoindre le thème des journalistes et des chercheurs qui en danger, qui est le thème aujourd'hui qui est beaucoup débattu dans la communauté académique. Alors, sur la mobilisation partielle, il y a eu plusieurs choses qui sont très ambiguës. D'une part, dans son discours, Vladimir Poutine ne détaille rien sur le nombre de personnes à mobiliser, etc. Et d'ailleurs, il est utile de rappeler qu'après le début de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale, il avait fait un discours dans lequel il dit explicitement « c'est une opération militaire spéciale, c'est une affaire des militaires professionnels, la réserve ne sera pas appelée, ne sera pas mobilisée ». Et voilà que quelques mois plus tard, nous sommes dans une situation complètement contraire. C'est le ministre de la Défense Shoigu qui avait détaillé le chiffre, 300 000 personnes. Et Vladimir Poutine a signé l'oukaz qui reste complètement flou et qui permet en vérité de faire beaucoup de choses. Pareil, il n'y a pas de nombre de conscrits mentionnés. Il n'y a pas de catégorie de personnes à mobiliser, à détailler, sauf qu'il y a une clause, le paragraphe numéro 7, qui est marqué confidentiel. Et l'information reste à vérifier, je reste très prudente, mais je l'ai relevé. Les journalistes de Novaya Gazeta, avec leurs sources dans l'administration présidentielle, affirment que dans cette clause confidentielle, ce qui continue, c'est qu'il ne s'agit pas de 300 000 personnes, mais d'1 million. Et de fait, déjà, dans les vidéos qui ont été filmées dans les différents coins de la Russie hier, on voyait bien qu'il y a la mobilisation en cours qui ne tient pas compte ni de l'âge, ni des conditions de santé, de l'état de santé de la personne, ni du métier dont l'armée aurait besoin, etc. Il y a des témoignages qui sont assez poignants, des personnes qui sont très surprises d'avoir reçu la convocation pour venir au commissariat militaire, alors qu'ils pensaient que ça ne les concernerait pas.
Et on va préciser que c'est 10 ans de prison pour les déserteurs. Et voilà, c'est ce que j'avais mentionné, les changements pour le code pénal. En effet, pour la non-présentation, non-réponse à l'appel ou la désertion, c'est une fois qu'on est sur le front, il y a des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, en effet. Et donc, vous avez le pays aujourd'hui, très honnêtement, est très, très angoissé. Et, il y a... les 3 stratégies très classiques qu'on peut observer. La stratégie d'exit, de fuite, et ça c'est tous les gens qui essaient de quitter aujourd'hui la Russie, des files d'attente et des embouteillages aux frontières avec la Géorgie, l'Arménie, mais aussi la Mongolie et le Kazakhstan. Et il y en a beaucoup déjà qui, après le début de la guerre, sont partis d'ailleurs au Kazakhstan, en Arménie, en Géorgie. Et certains de ces pays ont dit à voix haute qu'ils pensaient profiter de cette manne, en quelque sorte, de la main-d'œuvre qualifiée des informaticiens qui ont quitté la Russie, qui s'installent sur leurs territoires nationaux pour développer les secteurs de haute technologie. Ça, donc, première stratégie d'exit. La deuxième stratégie, voice, protestation. Donc, vous avez vu les personnes qui protestent dans la rue. Ce n'est pas un pourcentage énorme parce que les risques sont très très grands, autant sur le coût pour la santé, mais aussi là, dans les conditions actuelles, une fois que la police arrête les jeunes gens, elle peut les amener directement au commissariat pour les enrôler sur place. C'est pour ça qu'on voit aussi d'ailleurs beaucoup de femmes dans ces manifestations. Les répressions sont extrêmement violentes. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela a été bien préparé en amont par Vladimir Poutine. Il n'y a plus des oppositions en Russie. Ils ont été détruits progressivement depuis 2011-2012, depuis les grandes protestations sociales après la falsification des élections législatives. Les leaders de l'opposition sont en prison, et le premier, c'est Alexei Navalny, bien évidemment. Vous avez beaucoup de gens qui sont partis, qui ont quitté le pays. Il y a une véritable fuite des cerveaux. Après le début de la guerre, on parlait de 200 000 personnes. Ensuite, j'ai entendu un chiffre d'un demi-million, mais c'est difficile d'évaluer. Avec ce qui s'est passé depuis 48 heures, je pense que ce chiffre ne peut que monter. Mais vous avez aussi la stratégie de manifestation de loyauté. Parce que depuis hier, on a aussi les vidéos des gens qui vont... qui embrassent leurs femmes et enfants et qui s'embarquent dans les bus qui vont les amener au front. Mais en effet, comme tu as souligné, Émilie, la grande question, on a vu, je parlais des déboires de l'armée russe, des problématiques au niveau des chaînes logistiques, des équipements, on a vu des rations périmées, etc. La grande question, est-ce que l'armée, est-ce que les généraux sont prêts pour former, intégrer, mais aussi habiller, loger et nourrir cette masse, combien de temps ça prendra, etc. Nous n'avons pas de réponse à ces questions-là et à mon avis, ce sera extrêmement difficile. Surtout qu'il n'y a personne derrière pour aider la Russie. Elle est en manque de munitions, elle achète des munitions en Corée du Nord et des drones en Iran. La Chine a fourni, semble-t-il, des rations pour les militaires, donc des repas, mais ne fournit pas de munitions ou d'armes, alors que les Ukrainiens ont, dans la mesure du possible, même si on a encore des réticences à livrer certains types d'armements et on est limité par nos propres stocks, les limites de nos propres stocks, en fait, pour les livraisons d'armes à l'Ukraine. N'empêche, l'Ukraine, depuis 2014, l'armée a beaucoup changé. Elle a été entraînée, notamment beaucoup par les Britanniques et par les Américains. L'armée est équipée et les armes continuent à arriver en Ukraine. Donc, je ne parierai pas sur l'issue de cette guerre. Merci beaucoup Tatiana pour cette actualisation de cette émission sur la relation du Kremlin à l'espace post-soviétique. C'est toujours passionnant de t'entendre sur ces dossiers que tu connais si bien et avec autant de précision. Je m'étais engagée à conserver un vrai temps avec vous et pas juste 5 minutes à la fin. Donc si je regarde la montre de Tatiana, je vois qu'il nous reste bien 20 minutes, ce qui est pas mal. Donc j'espère que vos questions sont nombreuses,
que des micros circulent dans cette salle et que des mains vont se lever. Je précise que vous pouvez nous poser des questions à la fois sur les sujets que nous venons d'aborder, les questions d'actualité ou notre émission sur Vladimir Poutine et l'espace post-soviétique, mais aussi peut-être de façon plus générale sur la géopolitique, précisément pour contribuer à œuvrer pour la paix, puisque c'est aussi cette thématique qui nous réunit aujourd'hui à Caen. C'est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour porter les micros? Oui, il y a un monsieur devant qui voudrait poser une question. Et il y a un micro qui arrive. Voilà. C'est toujours la première question la plus difficile dans ces cas-là. Merci. Bonjour mesdames. J'aurais souhaité savoir quel était votre avis sur l'attitude de M. Erdogan vis-à-vis du conflit ukrainien, puisque de temps en temps, il fait un grand sourire à son grand frère Vladimir, et de temps en temps, il signe des accords pour contenter l'Occident. Alors, quelle est votre approche sur ce sujet, s'il vous plaît? Et je vous remercie de poser cette question à Tatiana parce qu'elle est complémentaire d'une autre que je voulais lui poser, c'est-à-dire de ce conflit de second rang dont on parle moins parce qu'il y a la guerre en Ukraine, qui est pourtant très actuelle et qui se joue en ce moment à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et où l'on retrouve un acteur central qui est Recep Tayyip Erdogan. Tatiana. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour cette question parce que je trouve que la position de la Turquie et le rôle qu'elle joue depuis le début de la guerre est parmi les objets d'étude les plus intéressants à étudier actuellement. Je pense que Erdogan, très honnêtement, ni pro-russe, ni pro-ukrainien, ni pro-occidental, il est pro-turc avant tout. Et il joue sa partie, en dépit de toutes les contradictions, il ne s'encombre pas, d'une manière extrêmement pragmatique, parfois cynique. Il tire son épingle du jeu sur tous les plans. Il donne des gages de soutien à l'Ukraine, parce que la Turquie a livré, même avant le début de la guerre, des drones à l'Ukraine. La Turquie n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. La Turquie soutient les Tatars de Crimée, qui est une minorité opposée à la Russie au sein de la Crimée et qui a été beaucoup opprimée déjà à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi après l'annexion de la Crimée, parce que les leaders se sont retrouvés en prison et certaines organisations des Tatars de Crimée ont été interdites. Erdogan a toujours soutenu l'intégrité territoriale de l'Ukraine et l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. Et en même temps, la Turquie est très dépendante du gaz russe, des touristes russes et du marché russe pour la vente de ses produits de l'agriculture. Tant qu'il peut continuer à jouer sur ces plusieurs tableaux, il va jouer sur ces plusieurs tableaux. Et tout le monde est content d'avoir Erdogan avec lui, autant la Russie, pour qui c'est le gage, c'est quand même le membre de l'OTAN. Et c'est ça ce qui est intéressant à observer quand vous regardez le sommet de Chos de l'Organisation de coopération de Shanghai. On a quand même un intrus là-dedans, c'est un membre de l'OTAN, c'est la Turquie, et qui est extrêmement bien accueilli et courtisé par tous les pays de la région. Donc Erdogan, je trouve, depuis le début du conflit, a élargi énormément son aura diplomatique, sa marge de manœuvre, il joue sur tous les tableaux, très très habilement, il est avec les uns pour pouvoir mieux négocier avec les autres. C'est ça la politique d'Erdogan, comme je disais, très pragmatique et très cynique, mais qu'on peut tout à fait comprendre. Et le point du Haut-Karabakh est extrêmement important. La Turquie est derrière l'Azerbaïdjan. Et très honnêtement, s'il y a un nouveau regain de la guerre au Karabakh, c'est parce que la Russie en ce moment est occupée ailleurs, elle regarde ailleurs, elle ne peut pas soutenir l'Arménie. C'est à peine qu'elle a fait des déclarations qui vont dans le sens du soutien de l'Arménie. Or, la Russie et l'Arménie sont les deux les membres de l'Organisation de sécurité collective. Et il se doit, c'est une organisation qui était conçue un peu sur le modèle de l'OTAN régionale. Donc les membres doivent se porter secours en cas d'attaque contre l'un et l'autre. Aujourd'hui, nous sommes en situation où l'Azerbaïdjan peut bombarder non seulement le territoire du Haut-Karabakh disputé, mais le territoire de l'Arménie, et la Russie ne bouge pas rien. Alors qu'en 2020, lors du premier... En 2020, elle a eu une position aussi ambiguë, mais moins. Elle ne s'est pas ingérée directement pour envoyer des soldats ou pour soutenir militairement l'Arménie.
Mais il s'est imposé comme un médiateur et il a fini par avoir quasiment 2000 personnes comme peacekeepers, des casques bleus d'origine casques bleus de cette organisation régionale sur place, ce qui lui a permis de s'en tirer plutôt bien. Et aujourd'hui, la situation, elle est vraiment très, très différente. Et la Russie n'a pas les moyens de défendre l'Arménie parce qu'elle est en train de retirer même les soldats. La Russie, on a vu ça dans l'émission, à plusieurs bases militaires. En Arménie, au Tadjikistan, il est en train de retirer une partie de ces soldats qui sont dans ces bases militaires pour envoyer en Ukraine. Donc elle est dénudée aujourd'hui sur son flanc du sud qui est en train de brûler. Merci Tatiana. Après cette excellente question sur le double ou le triple ou le quadruple jeu de Recep Tayyip Erdogan, d'ailleurs on peut, si ce sujet-là vous passionne, vous inviter à lire les travaux d'une ancienne consoeur de l'IFRI de Tatiana, qui est Dorothée Schmidt, grande spécialiste de stratégie de puissance de Recep Tayyip Erdogan. Je vois d'autres mains qui se lèvent devant moi au fond, là-bas aussi. Bon, commençons par là peut-être. Et en plus, ce sont nos amis d'AGGSP qui lèvent la main. C'est bien, ça. Bonjour, mesdames. J'avais une question. Est-ce que pour vous, la relation entre la Russie et la Chine aurait un risque que l'Occident s'isole ou encore que ça freine un peu l'élargissement de l'OTAN ? Alors, c'est une question à laquelle, Tatiana, tu as un petit peu répondu tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est l'une des thématiques d'une table ronde qui se passe pas très loin d'ici. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on est en train d'assister à une résurgence des blocs ? Comment sont composés ces blocs ? Est-ce que toi, tu crois, au fond, à une nouvelle répartition du monde qui serait, en gros, comme l'expliquait récemment Thomas Gomard, c'est-à-dire il y a le monde de l'OCDE, il y a le monde de l'OSCE, l'Organisation de coopération de Shanghai, et il y a le monde des non-alignés. Est-ce que c'est aussi schématique que cela, le monde de 2022 ? Je pense que c'est un peu plus compliqué que la simple logique des blocs. Vous avez des pays comme la Russie qui voient l'organisation du monde un peu en bloc, mais en plusieurs blocs. En gros, la Russie rejoint plutôt la théorie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Mais il y a des civilisations avec lesquelles elle se voit très bien s'entendre, notamment la civilisation chinoise ou la civilisation musulmane. En Russie, il y a beaucoup de musulmans et elle a plutôt d'excellentes relations avec le Moyen-Orient et les pays du Golfe. Elle arrive à manœuvrer entre les ennemis jurés dans cette région. Mais le danger principal pour elle vient de l'Occident. C'est là où ça se cristallise. Et le danger vient... La Russie dit sur le plan sécuritaire. En vérité, on peut en discuter. On dit beaucoup que c'est la faute de l'OTAN, toute cette guerre en Ukraine, l'élargissement de l'OTAN, etc., et qu'il y a une vraie préoccupation sécuritaire. Oui ou non? Et non, c'est Vladimir Poutine lui-même qui avait validé l'adhésion des 3 pays baltes, ce qu'on avait au début de l'émission, à l'OTAN et à l'Union européenne en disant que ça ne posait aucun problème. C'était en 2004. S'il a mis 10 ans pour réaliser que l'élargissement de l'OTAN, c'était quelque chose de dangereux, c'est quand même assez curieux. Et puis, tout récemment, déjà après le début de la guerre, la Suède et la Finlande ont décidé d'adhérer à l'OTAN. Que dit le même Vladimir Poutine? Que ça ne lui pose aucun problème. Qu'en cas de l'Ukraine, la problématique est très différente qu'avec ces pays-là. Alors que juste avant, il expliquait dans ses différents discours que l'OTAN, que les missiles mettraient pour venir depuis le territoire ukrainien sur la Russie est très court. Alors depuis la Suède et la Finlande, il n'est pas beaucoup plus long. En réalité. Donc, je pense que le problème est beaucoup plus profond, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus identitaire dans le cas ukrainien. Il n'y a pas seulement des préoccupations sécuritaires. Mais il y a en réalité une crainte chez Vladimir Poutine. Il a extrêmement peur de la propagation des valeurs démocratiques et libérales. C'est assez paradoxal, mais ce serait très long pour expliquer. Les valeurs libérales, par exemple en matière économique, la Russie, c'est un pays qui pratique le libéralisme économique et d'une manière peut-être parfois plus forte qu'en France.
Et en revanche, en matière de valeurs, les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc., c'est là où il sent le danger. C'est pas pour rien, en fait, que ça s'est cristallisé beaucoup, les contradictions, les tensions entre la Russie et l'Occident autour des révolutions de couleur. Ce qu'on appelle les révolutions de couleur, les révolutions sociales pacifiques, pacifiques ou pas trop d'ailleurs, qui amènent au changement du pouvoir. Vladimir Poutine, 2014 et la révolution de Maïdan, que les Ukrainiens appellent la révolution de dignité, il n'a pas digéré cela. Pour lui, un peuple est contrôlé, il ne peut pas s'insurger. S'il s'insurge, c'est que c'est manipulé, c'est instrumentalisé de l'extérieur et c'est l'Occident qui est derrière. Donc c'est là-dessus que ça a clashé avec l'Occident, en vérité, sur la question de la démocratie et de valeurs. Donc il est quand même fort probable qu'on se retrouve dans une configuration où on aura les régimes autocratiques d'une part et les régimes démocratiques d'autre part, mais rien n'est joué, rien n'est gagné. Rien n'est perdu. Regardez la concomitance absolument extraordinaire en ce moment avec ce qui se passe en Russie et ce qui se passe en Iran. Donc les régimes autoritaires arrivent aussi à une limite dans le monde qui est ouvert, dans le monde d'Internet et des réseaux sociaux. Les gens, il y a un moment où il y a la question qui se pose de la dignité, du respect de la dignité des vies humaines par les régimes autoritaires. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en Iran en même temps qu'en Russie. Et je parierais peut-être plus sur l'issue favorable pour la démocratie en Iran qu'en Russie, où le régime a encore des assises assez solides, même s'il est fragilisé. Merci Tatiana. On prend encore des questions rapidement. Quelle heure est-il? Ça va. On a 10 minutes. Merci. Et quelle salle. Allez, on va un peu chaque côté, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de jaloux là-bas. Merci. Vous avez un micro? Oui. Bonjour. Bonjour. Ma question c'était, est-ce que les dialogues entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont-ils changé quelque chose à la guerre? Et puisqu'on est justement dans ce monde d'images dont on parle depuis tout à l'heure, Tatiana, tu vas revenir pour nous sur cet épisode qu'on a appelé l'épisode de la Grande Table, bien sûr, quelques jours avant le début de cette agression de l'Ukraine, cette visite de Vladimir Poutine placée si loin du maître du Kremlin. Est-ce qu'à posteriori, tu penses que cette image a fait du tort ou non à la diplomatie française? Non, je pense que... Comment bien répondre à cette question? Je pense qu'Emmanuel Macron a parfaitement raison de vouloir garder le canal diplomatique. Ça permet quand même de faire passer un certain nombre de messages, même si, en effet, cela n'a pas apporté des résultats. Entre parenthèses, d'ailleurs, les sanctions qui ont été mises sur la Russie depuis 2014 n'ont pas prévenu non plus cette guerre et n'ont pas incité Vladimir Poutine à une politique plus équilibrée et moins musclée, moins guerrière vis-à-vis de son étranger proche. L'épisode de la Grande Table, elle est intéressante parce qu'elle a révélé quelque chose. Cette Grande Table, elle était due au Covid. Le président Poutine, aussi surprenant que ça puisse paraître, avait extrêmement peur du Covid. Et les personnes qui se soumettaient aux tests en Russie et acceptaient les prises de sang, etc., pouvaient être placés beaucoup plus près de lui que les leaders qui ont refusé de le faire. Ça témoigne simplement qu'Emmanuel Macron a refusé de laisser l'échantillon de son sang au service secret russe, d'où pourquoi cette table longue. Mais en fait, c'est un élément de décor qui dit un certain nombre de choses. En vérité, il parle, cette peur du Covid que cette table révèle, fait penser que Vladimir Poutine s'est énormément isolé pendant l'époque du Covid, non seulement des voyageurs étrangers, parce qu'on voyageait très peu, mais aussi de ses conseillers. Ça est devenu très très difficile de le voir, très difficile de lui parler, et très honnêtement, cet isolement pendant le Covid a joué, à mon avis, aussi son rôle dans la réflexion de Vladimir Poutine, qui s'est enfermé,
qui a beaucoup lu, d'ailleurs, il avait dit, et qui a beaucoup lu des livres historiques, a priori des livres avec un certain prisme sur l'histoire de l'Ukraine et l'histoire des relations russo-ukrainiennes. Oui. Et ça l'a amené dans sa réflexion à une conclusion que l'État ukrainien n'a pas lieu d'être, que c'est une existence complètement accidentelle et qu'il suffit de peu pour que les choses basculent et qu'on puisse retourner le cours de l'histoire. C'est ça la signification de cette longue table. Et ça renvoie peut-être aux travaux de cette chercheuse ukrainienne qui s'appelle Anna Kolin-Lebedev, qui dans son dernier livre, pour aller dans le sens de ce que tu dis là, explique très bien qu'entre 2014 et 2022, au fond, Vladimir Poutine ne s'est pas renseigné sur l'évolution de la psyché de la société ukrainienne et n'a pas vu ce qu'avait changé l'annexion de la Crimée dans la constitution précisément d'un sentiment national ukrainien qui se renforçait et qui actait une séparation de destin avec la Russie précisément. Ça, c'est très très juste. Et en fait, même avant l'annexion de la Crimée, c'était déjà le cas. Les Russes pensaient qu'ils connaissaient l'Ukraine. Ils continuent à penser qu'ils connaissent très bien tous les pays post-soviétiques. Ils parlent russe et sont comme nous, on sort du même berceau. On a tous vécu les 70 ans de l'époque soviétique, etc. Et c'est très connu en fait que les Russes regardent ces pays-là avec le prisme, avec leurs propres connaissances, et qu'ils n'ont pas suffisamment investi dans la connaissance de ces pays. C'est très curieux, mais c'est connu, hein, c'est au ministère des Affaires étrangères russe et partout ailleurs. Il y a de grands spécialistes du Moyen-Orient, de la Chine, de l'Inde, des pays lointains. Les grands spécialistes des pays post-soviétiques, ça se compte sur les doigts d'une main et très honnêtement, ils sont pas très écoutés. Ouais. À mon avis, Vladimir Poutine n'a absolument pas vu ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. Et moi, justement, j'ai commencé à aller en Ukraine pour des raisons professionnelles en 2014. Et en parallèle, j'allais en Russie, je voyais les trajectoires, mais complètement divergentes. Et je disais, il faut arrêter de regarder l'Ukraine avec les yeux de la Russie. Elle est sur sa propre trajectoire, le développement est vraiment très très différent, les aspirations du peuple sont là, ils sont extrêmement fiers de leur révolution, de dignité, ils ne reviendront plus en arrière, etc. Et je pense que Vladimir Poutine a dû se laisser induire en erreur par ses conseillers, par aussi... l'ancien président de l'Ukraine qui avait fui en 2014, Viktor Yanukovych, qui était parti avec l'image de l'Ukraine d'avant, qui ne l'a pas renouvelée, ou par son proche Viktor Medvedchuk, qui a été échangé avant-hier dans le lot contre les combattants du bataillon Azov. Ils ont dû l'influencer et figer une image de la Russie dans sa tête, ce qui a fait qu'il pensait que le peuple est très pro-russe, que le peuple n'aime pas son gouvernement. Or, Vladimir Zelensky... J'entendais les Ukrainiens qui lui faisaient beaucoup de critiques et beaucoup de reproches avant le début de cette guerre, mais Zelensky a été élu avec 73% des voix. C'est un président élu. Il a son peuple derrière lui sur la personnalité de Vladimir Zelensky. Et je pense que cette incompréhension de l'Ukraine, l'incompréhension de ce qui s'est passé en 2014 est l'un des éléments qui a poussé Vladimir Poutine à commettre cette erreur et à penser qu'envahir l'Ukraine, c'était possible et facile. Des élections démocratiques avec des observateurs étrangers, c'est toujours important de le rappeler quant à ce scrutin ukrainien, puisqu'on parle cette semaine de scrutins qui ne sont pas réellement réalisés dans les mêmes conditions. On va prendre une dernière question conclusive. Je laisse la personne qui a le micro décider de qui sera notre dernier interlocuteur. Bonjour. Je ne prends pas cette responsabilité. Avec mon lycée, cette année, nous sommes journalistes pour le journal La Colombe. Et on aurait aimé savoir si vous pouviez nous expliquer le rôle de l'ONU dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le rôle des Nations Unies dans ce conflit. On voit bien d'ailleurs à quel point la guerre en Ukraine s'est invitée à l'occasion de cette Assemblée générale des Nations Unies. Et peut-être préciser, il y a eu un vote qui est passé un peu inaperçu, très intéressant pour savoir si les 191 membres qui composent les Nations Unies acceptaient ou non l'intervention de Volodymyr Zelensky en vidéo. Bien sûr, la Russie s'y est opposée. Et puis finalement, il y a eu une majorité de voix favorables à cette intervention. Qu'est-ce que ça nous raconte sur la machine onusienne confrontée à ce conflit-là ?
Je suis une experte, donc j'ai le propos qui est très libre. J'ai un regard malheureusement assez critique sur ce que l'ONU a fait et peut faire dans ces conditions-là. Malheureusement, ce que fait l'ONU est paralysé par le Conseil de sécurité, dans lequel les 5 membres ont le droit de veto, et la Russie l'a opposé un nombre innombrable des fois quand il fallait s'opposer à l'action occidentale en Syrie ou ailleurs. Très difficile de réagir dans les conditions où l'un des membres permanents est le pays agresseur et qui peut mettre son droit de veto sur toutes les résolutions. Donc il y a un jeu à l'ONU qui est très subtil, le jeu des alliances. La Russie œuvre en amont pour avoir le vote favorable. Il y a des pays qui votent toujours avec la Russie, mais c'est une petite poignée de pays, comme la Syrie ou la Corée du Nord, qui sont très dépendants de la Russie. Mais le jeu consiste aussi à obtenir des abstentions, par exemple, ou l'absence au vote. Donc la Russie manœuvre très fortement et utilise l'ONU comme la plateforme depuis laquelle il formule les critiques à l'égard de l'Occident. Et l'image que je retiens de l'ONU dans cette guerre, c'est les bombardements par la Russie de Kiev, quand le secrétaire général de l'ONU, Guterres, se trouvait même à Kiev et rencontrait Vladimir Zelensky. J'ai trouvé ça extrêmement symbolique de ce qu'un membre permanent du Conseil de sécurité peut faire du droit international. Et en revanche, il y a quand même un certain... C'est aussi une plateforme aussi pour l'Occident. On a vu, je trouvais que c'était l'un des discours les plus forts d'Emmanuel Macron qui a été prononcé il y a quelques jours depuis la tribune de l'ONU et qui s'adressait précisément aux pays non alignés, entre guillemets, à ceux qui se sont abstenus, n'ont pas condamné l'intervention de la Russie, en reprenant d'ailleurs à son compte le vocabulaire russe, parce que la Russie, en parlant aux pays africains, par exemple, parle beaucoup du colonialisme et insiste sur le fait que la Russie n'a jamais été la puissance coloniale. Et Emmanuel Macron reprend ce vocabulaire à son compte et retourne le reproche à la Russie en expliquant que si, la Russie aussi, c'est une puissance coloniale. Et même si elle n'a pas colonisé les pays africains, elle a bel et bien colonisé ses voisins. C'est d'ailleurs très intéressant, je reviens sur le sujet sur notre émission, parce que c'est une petite musique qui monte aussi actuellement au Kazakhstan, par exemple. Les mots colonialisme, les mots famine et génocide ne sont plus tabous dans la société kazakh par rapport à la Russie. Donc on a quand même aussi ici tous les ingrédients d'une opposition, d'une confrontation potentielle, même si aujourd'hui le Kazakhstan manœuvre plutôt très très bien au niveau diplomatique pour à la fois rester en relation en termes très amicaux avec la Russie, tout en exprimant l'existence de son propre point de vue, y compris sur ce conflit. Avec des choses très intéressantes, et ce sera le mot de la fin, qui est des pistes de réflexion et de propositions très fortes qui ont été avancées à l'occasion de cette Assemblée générale des Nations Unies. Notamment, merci beaucoup, notamment sur la possibilité de créer un siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour le continent africain, le grand absent de cette machinerie onusienne. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Merci infiniment, chère Tatiana. Et merci beaucoup, chère Émilie, pour l'émission et pour la conférence. Merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver, pour ceux qui le souhaitent, à la librairie où on va dédicacer l'Atlas du dessous des cartes. Merci beaucoup.